Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette première formation gratuite, les émotions chez les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait, c'est une formation. Je vais vous présenter 12 faits concernant les émotions chez les enfants et qui vont, dans le fond, vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe quand votre enfant va se mettre à crier, va se mettre à taper du pied, va se mettre à faire le bacon sur le plancher ou même vous regarder avec des gros yeux pour vous signifier qu'ils ne sont pas contents, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux autres et ont envie de vous le démontrer. Alors, je me présente brièvement avant de commencer. Je m'appelle Maude. Je suis coach en parentalité simplifiée et positive. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, une coach en parentalité simplifiée? Ça accompagne des familles, des gens comme vous qui êtes en train d'écouter la formation, à mieux apprivoiser tout ce qui touche la discipline auprès des enfants. Avec les parents, on voit tout ce qui entoure les comportements des enfants. On regarde des trucs, des astuces, des trucs à mettre en application au quotidien. Je vous amène aussi à comprendre, à observer vos enfants pour mieux intervenir et on travaille énormément tout ce qui touche l'organisation familiale. Hein, ce grand mot d'organisation qui peut paraître très lourd et très chaotique si on s'y met pas, si on met pas de l'énergie, si on s'organise pas, notre quotidien peut vraiment avoir l'air chaotique. Fait que moi, je travaille avec les parents pour réorganiser tout ça. Alors voilà, si vous êtes inscrite à la formation, c'est que vous avez vu passer une belle publicité sur le groupe Facebook. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter cette formation-là, qui, j'espère, va venir répondre à certaines de vos questions. Alors, comme je le disais, dans les prochaines minutes, pour qu'on va passer à peu près la prochaine 25 minutes ensemble, 30 minutes, là, on va voir. Je vais vous présenter 12 faits vraiment sur les émotions qui vont vous aider à comprendre, analyser et intervenir avec vos enfants. Alors voilà, on commence avec le fait numéro 1. Juste une petite parenthèse avant que j'oublie. Le document que vous voyez à l'écran, il est disponible pour vous. Dans la plateforme d'information, vous avez accès au document. Donc, je vous invite à le télécharger, à l'imprimer. Si c'est pas possible pour vous, prenez-vous un petit cahier, des petites feuilles pour vraiment pouvoir prendre des notes tout au long de la formation. Alors, fait numéro 1, les enfants ont le droit de vivre des émotions. On dirait que quand on est parent, quand on côtoie des enfants, on a comme cette espèce de regard négatif sur les émotions des enfants. Hein? Parce qu'un enfant, on le sait, quand un de nos enfants va se mettre à plisser des yeux comme ça ou à bouger, tu sais, ou à marcher un peu plus sur les talons, on le sait que, oh, là, il est en train de vivre une émotion et souvent, émotion égale crise dans notre tête de parents. Et c'est justifié dans ce sens que, effectivement, nos enfants vont vivre des colères, vont vivre des joies extrêmes, vont vivre de la tristesse, ils vont vivre de la peur, de la déception, etc., etc. Ils vont en vivre. Nous, en tant qu'adultes, on en vit. C'est juste qu'on va avoir appris avec le temps à mieux les gérer. Moi, je dis toujours que toutes les émotions que les enfants vont vivre sont saines. Donc, que ce soit la colère, que ce soit la joie, tout ça, c'est des émotions qui sont saines, qui sont normales, mais c'est dans la manifestation et comment les enfants vont exprimer leurs émotions qui sont souvent à travailler. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là, dans le fond, que on va venir travailler avec les enfants. Fait que si vos enfants sont présentement enclins à faire des colères, à vous exprimer dans un langage pas toujours adéquat, qu'ils ne sont pas contents, ben dites-vous que c'est normal. Hein, c'est certain qu'il y a des enfants qui ont un tempérament un peu plus fort, qui vont réagir beaucoup plus, qui vont vivre encore plus d'émotions et pour eux, dans le fond, ils vont les exprimer encore plus. On a des tempéraments un petit peu plus introvertis qui, eux, vont vivre quand même des émotions, mais qui vont les vivre un peu plus en retrait, un peu plus discrètement. Mais tout le monde, tout être humain, va vivre des émotions.
Fait numéro 2, une histoire de cerveau qui se déconnecte. Alors là, loin de moi l'idée de faire un cours d'anatomie, mais je tenais vraiment à mettre cette petite image de cerveau pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants quand ils vivent une émotion qui se termine en colère. OK, en crise. C'est une bonne crise de bacon. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants quand notre enfant est en train de faire le bacon devant tout le monde? OK? Dans le fond, rapidement, si on peut voir ici, là, dans le fond, le néocortex, c'est dans le fond le stade de limbique et le néocortex, c'est vraiment deux portions super importantes du cerveau. Et dans le fond, quand il va avoir une colère, quand il va avoir une émotion qui va monter, ben le néocortex va comme se déconnecter du limbique. Et là, c'est là qu'on va vivre une déconnexion totale avec le rationnel chez l'enfant. Donc, il n'est plus capable de penser, il n'est plus capable de réfléchir. Quand bien même qu'on essaie de lui parler, de lui expliquer, de faire mille et une choses pour l'amener à se calmer de façon rationnelle, ça ne fonctionnera pas. Parce que son cerveau, son néocortex, est complètement déconnecté. C'est sûr que plus les enfants sont jeunes, plus le néocortex va s'enlever, dans le fond, va déconnecter rapidement et de façon plus fréquente aussi. Mais je vous dirais que plus les enfants sont jeunes, plus ça va être possible de ramener le néocortex sur la partie limbique de façon le plus rapidement possible. Plus l'enfant vieillit, ça va être plus long à déconnecter, mais ça va être plus long à ramener aussi, et en étant adulte aussi. Alors, quand vos enfants vivent une émotion, le néocortex se démange, s'enlève de sur le limbique, dans le fond, ça se déconnecte. Ce qui arrive, c'est que vos enfants sont pris d'émotions dans toute leur tête, dans tout leur corps, même si on leur explique des moyens, même si on leur dit « fais pas ça », même si on leur dit de se calmer, il n'y a rien qui va se passer. Donc, les enfants ne seront pas capables de bien comprendre. Alors, dites-vous que quand votre enfant vit une émotion qui est vraiment rendue trop forte, ben, le néocortex se déconnecte et c'est là que, une fois que c'est déconnecté, une fois que la crise est bien enclenchée, ben, il n'y a plus grand-chose à faire pour le ramener à part de l'accompagner dans sa colère. Donc, ça va être à nous, on va le voir plus loin dans les diapositives, mais ça va être à nous, en tant qu'adultes, de faire en sorte d'intervenir sur le avant que le néocortex se déconnecte complètement du stade de la partie limbique. Donc, on va avoir à intervenir soit en calmant l'enfant, soit en vidant son vase émotif. On va le voir un peu plus loin, mais tant aussi longtemps que le néocortex n'est pas complètement déconnecté, il y a encore de l'espace. Petit fait 2.1 que j'avais envie de rajouter. Je trouve ça vraiment intéressant. Quand j'avais suivi une formation, la personne qui nous avait donné une formation avait fait l'allégorie, dans le fond, du cerveau avec Google. OK? Si vous tapez sur Google une phrase qui contient un ne pas, par exemple, ne pas boire, ben, ce que vous allez vous retrouver probablement dans votre recherche, c'est tout ce qui va se boire, autant au niveau des images qu'au niveau des sites Internet, qu'est-ce qui va vous sortir. Pourquoi? Parce que Google ne reconnaît pas le ne pas. Le cerveau de l'enfant est fait de la même manière. Si vous lui dites ne crie pas, ne tape pas du pied, ne frappe pas, ben votre enfant, lui, va enregistrer, frapper, taper du pied, puis crier. C'est comme ça que son cerveau va fonctionner. Et en plus, le cerveau est tellement comme Google que sur Google, si on fait une recherche X là, sur quelque chose en particulier, le premier site Internet qui va apparaître dans la liste, ben c'est le site Internet qui a été le plus recherché sur Internet. On s'entend là-dessus. Avec les enfants, c'est la même chose. L'enfant va avoir accès aux mots qu'on va avoir le plus souvent tapés dans son cerveau. OK? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle de la chose, c'est que si, par exemple, on veut amener l'enfant à
à bien gérer ses émotions, à bien gérer. On s'entend là, bien gérer, c'est très relatif, mais si on veut amener l'enfant à utiliser des moyens pour se calmer, pour reprendre l'autocontrôle de lui, ben on va pouvoir taper régulièrement le moyen à utiliser, la façon d'exprimer son émotion de façon adéquate, le plus souvent possible, ce qui va faire que rapidement, à un moment donné, l'enfant, quand il va sentir le bouillonnement à l'intérieur de lui, ben c'est là que la portion moyen qu'on va avoir inculqué à l'enfant va arriver le plus rapidement possible, dans le fond. C'est ça, un peu comme Google quand on fait une recherche sur Internet. Alors, j'espère que je vous suis jusque-là. Si jamais vous avez des questions, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. C'est sûr qu'on n'est pas en direct, donc c'est pas possible pour moi d'y répondre, mais ça va me faire plaisir de répondre à vos questions en privé, là, soit sur Facebook ou soit par courriel. Donc, libre à vous. Fait numéro 3. Bon, fait numéro 2, petite erreur dans ma diapositive, on va passer ici. Donc, c'est juste qu'il y avait 2 faits numéro 2. Donc, fait numéro 3, enfant sous pression égale enfant qui explose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les enfants qui vont vivre du stress de façon puissance 1000, soit de façon quotidienne parce qu'ils ont un rythme de vie très, très élevé, très, très stressant, hein? Ou soit que ils vivent une situation dans leur famille ou à la garderie qui est un peu plus stressante, ça va faire des enfants qui vont être plus fragiles à exploser. OK? C'est comme si le cerveau était déjà en alerte. C'est comme si le néocortex était déjà en alerte. Et dans le fond, à la moindre petite chose, ben, le néocortex va se déconnecter et l'enfant va exploser. Donc, les enfants aussi qui vont vivre beaucoup trop de stimulation. Vous allez vous rendre compte que les enfants vont exploser davantage. OK? Je vous donne un exemple. Quand vous allez chercher les enfants à la garderie ou à l'école, c'est pas rare qu'on va voir un enfant faire une crise le soir quand il va revenir. Pourquoi? Parce que son cerveau a été surstimulé toute la journée. OK? Donc, il est déjà sous pression et ça va prendre une petite goutte qui va faire déborder le vase et qui, là, l'enfant va vivre une crise épouvantable. L'inverse est aussi vrai. On est le matin, on se presse à partir le matin, soit à l'école ou à la garderie. Et puis là, dans le fond, on se ramasse avec, on lui dit plusieurs fois, dépêche-toi, dépêche-toi. On court dans la maison parce que là, on ne trouve pas les vêtements. Puis là, on peut même se chicaner avec les enfants parce qu'ils ne collaborent pas assez à notre goût. On peut même, entre parents, se chicaner, ce qui va faire augmenter le stress chez les enfants. Ils arrivent à la garderie ou à l'école avec un vase qui est déjà, vous voyez ici mon vase, qui est déjà à moitié plein, ou même aux 3/4 des fois. Donc, il va vivre une petite situation, un petit mini conflit avec avec un ami, ou avec son professeur, ou avec l'éducatrice, et là, ça va exploser totalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Si vous sentez que vos enfants, il y a des moments critiques comme ça dans la journée, que vous le savez, quand vos enfants arrivent de l'école ou arrivent de la garderie, que son vase émotif est très, très plein, bien, faites en sorte de prévoir dans votre horaire un petit 5-10 minutes pour redescendre la pression. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour redescendre la pression? Bien, on peut prendre l'enfant dans nos bras, le coller, le bercer, on peut le faire bouger, on peut le faire danser, on peut le faire... les moyens sont vraiment immenses. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, mais c'est à vous de voir, dans le fond, s'il y a des moments précis dans votre quotidien que les enfants sont sous pression, que leur vase, vous sentez qu'ils sont pleins. Donc, devoir inclure dans votre quotidien des moyens qui vont éviter les crises. Ça va jusque-là. Donc, le fait numéro 4, petit ange à la garderie, démon à la maison, c'est normal. Oui, oui, c'est normal. Pourquoi c'est normal à ce point-là? C'est qu'en fait, on va comprendre. En fait, je reviens avec ce que je disais. C'est pas rare que moi, je vais rencontrer des parents
Et moi-même, je suis maman de 3 enfants. Puis c'est pas rare que, bon, mon bébé est un peu moins, mais que mes 2 grands, tout le monde me dit: «Ah, ça va super bien à la garderie, ça va super bien à l'école, ils écoutent bien», mais qu'on arrive à la maison et c'est des crises. C'est normal parce que les parents dans le fond, les enfants, ont besoin d'un milieu rassurant, ont besoin d'un milieu stable pour se sentir 100 à leur aise et pour, dans le fond, laisser sortir, exploser, extérioriser leur trop-plein d'émotions. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes là pour rester, vous allez les aimer, peu importe ce qui va arriver, ils sont dans un terrain connu. Donc, c'est normal d'avoir un petit démon à la maison, c'est là que tout va se passer, OK? Et ils savent aussi que vous allez probablement leur inculquer des moyens, vous allez les accompagner dans la gestion de leurs émotions, ce qui va faire en sorte que c'est très rassurant pour eux. Fait numéro 5. Chaque enfant a son propre réservoir d'émotions. Je vous faisais l'allégorie tantôt, je vous présentais mon verre. Les enfants ont chacun leur vase émotif, OK? Les petits bébés, en fait, les petits enfants en bas de 2 ans vont principalement avoir des petits vases émotifs. Si on pourrait comparer ça, mettons, à une mini tasse là, à café expresso, donc une mini tasse. Plus les enfants vont grandir, ben, mettons vers le 4 ans, il va avoir peut-être l'équivalent de mon verre d'eau aussi. On va grandir tranquillement, rendu peut-être adolescent, peut-être dans le scolaire, on va avoir un pichet d'eau. Adolescent, là, on revient un petit peu à la tasse expresso parce que les enfants, parce que les ados, avec la gestion des hormones et tout ça, donc on va vivre un pic de crise de colère à la période adolescente et les parents, les adultes, on se retrouve généralement avec un très, très grand réservoir, une piscine, parfois même une piscine olympique d'émotions. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand les enfants vont se lever le matin, ben, leur niveau émotif va être différent. Donc, s'il a passé une belle nuit, ça se peut qu'il se lève le matin puis que son réservoir émotif est complètement plein, complètement vide, ça veut dire. Ou s'il a passé une mauvaise nuit, mais ça se peut qu'il se lève puis que son réservoir soit déjà à moitié. Alors, ça ne prendra pas grand-chose. Pas grande situation que, dans le fond, pas grande situation qui va faire remplir son réservoir d'émotions et qui va faire en sorte que ça va virer en colère, en crise. OK? Donc, qu'est-ce que je m'en allais dire? Donc, j'ai mangé mon idée. Donc, ah oui, dans le fond, c'est super important. Dans le fond, si vous avez l'impression que vos enfants, vous marchez sur des œufs et que la moindre petite chose va le faire exploser, va lui faire des crises. D'ailleurs, fait comme ça, si votre enfant peut vivre, dans le fond, votre enfant de 2-4 ans peut vivre jusqu'à 12 colères par jour puis sans s'inquiéter. 12 scolaires, c'est quand même beaucoup, mais 12 débordements d'émotions, si on veut, c'est quand même beaucoup, mais quand même. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter si votre enfant fait 3-4 crises par jour. Je peux bien comprendre que ça ne vous tente pas, mais il ne faut pas s'inquiéter sur son développement puis sur sa personnalité et tout ça. Donc, on ne s'inquiète pas. Donc, si jamais, je reviens à ce que je dis. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vos enfants explosent à la moindre petite chose, c'est probablement que leur base, qui est déjà pas très grand, est déjà plein, peut-être à causer par du stress, d'une situation nouvelle, peut-être qu'il est surstimulé cet enfant-là, ce qui fait que peu importe la goutte qu'on va mettre dans son vase émotif, peu importe la petite situation qu'il va vivre, qui va lui faire vivre une émotion, bien là, il va vivre un débordement d'émotions. À l'inverse, si on sent que notre enfant a un vase émotif qui est vraiment, mais vraiment sur le bord d'exploser, OK? Souvent, on va s'en apercevoir dans nos enfants vont être un peu plus agités, un peu plus irritables. Des fois, on va même voir leur visage changer, la couleur de la peau changer. Des fois, on veut voir des enfants un peu plus blêmes, un peu plus secs dans leurs réponses. Donc, ça, c'est des signes que leur réservoir émotif est plein.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'attend pas que ça l'explose. On va intervenir en lui donnant des moments de calme, en lui câlant, en lui rappelant que c'est un moment de repos. C'est sûr que si votre enfant est d'âge scolaire, lui faire une sieste, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être qu'il va refuser d'emblée, mais peut-être juste lui demander d'aller s'étendre sur le divan pour écouter la télévision, par exemple, ou de lui faire un beau câlin. Chaque enfant va avoir sa façon à lui de se vider de façon émotive, de se vider de ce trop-plein émotif-là. Donc, vous allez pouvoir, dans le fond, observez votre enfant, puis faites, dans le fond, voyez qu'est-ce qui peut lui faire du bien. Moi, je sais bien que les miens, les faire bouger, c'est énormément winner. Leur faire des câlins, les bercer, ça, c'est vraiment winner aussi, surtout avec ma fille. Moi, j'ai souvent proposé d'aller prendre un bain ou une douche pour réussir à calmer tout le monde. Quand je chantais là, que là, c'était vraiment sur le bord d'exploser, fait qu'on va intervenir avant pour éviter le débordement. Fait numéro 6. Personne n'aime les crises, mais elles sont normales. OK? Ça revient un petit peu à dire ce qu'on disait au début. On n'aime pas ça, les crises. Si on avait tout le choix en tant que parent de gérer ou non des crises, c'est certain que je ne connais pas un parent qui dirait « Ah oui, moi j'aime ça gérer des crises. » OK? Mais elles font partie du développement normal chez les enfants. Toute leur vie, ils vont vivre des émotions. Nous, en tant que parents, on en vit des émotions. C'est juste qu'on a appris à les gérer. Si on explosait à la moindre petite chose qui arrive, je suis certaine qu'on vivrait certaines conséquences dans notre quotidien parce qu'on était des adultes, justement. Les enfants sont en apprentissage. Donc, non, on n'a pas à faire vivre des conséquences aux enfants parce qu'ils font des crises. Il faut cependant intervenir de la bonne façon pour leur donner des moyens pour que tranquillement, quand ils vont sentir l'émotion ou leur trop plein d'émotions arriver, au lieu d'exploser, ils vont utiliser des moyens qui vont être adéquats. OK? Je ne sais pas si je vais en parler plus tard, mais parlant de moyens adéquats, c'est important de démontrer à nos enfants les moyens que l'on a acceptables pour démontrer leur colère, pour sortir leur colère, OK? C'est sûr que si vous dites aux enfants, quand ils vivent une crise, « Bon, mais là, c'est le temps de te calmer », c'est sûr, ça ne fonctionnera pas. Si on lui empêche de taper du pied, si on lui empêche de grogner, si on lui empêche de faire des gros yeux méchants comme ça, ou de faire un « Ah » comme ça, tu sais, juste pour « on sort l'émotion », bien, à un moment donné, l'enfant, dans sa tête, il va dire « Ben oui, mais je fais quoi, moi? OK, je l'ai, cette émotion-là. Je peux faire quoi? Qu'est-ce qui est acceptable? » C'est certain que si votre enfant est en colère puis qu'il s'en va frapper son petit frère ou sa petite sœur ou son grand frère ou sa grande sœur, ou même qu'il vous frappe, vous, c'est pas acceptable. Mais montrez-lui qu'est-ce qu'il peut faire quand il vit un trop-plein d'émotions. En lui envoyant ce message-là à l'enfant que oui, c'est acceptable de vivre des émotions, bien, on lui enlève une très, très grande pression sur les épaules. OK? Parce que l'enfant, de toute façon, même si on lui dit que c'est pas normal et qu'il faut pas qu'il vive d'émotions, il va en vivre pareil. Et là, ben, c'est là qu'on va embarquer cette espèce de pression sur les épaules et l'espèce de cercle vicieux de plus j'ai de pression sur mes épaules, plus je suis sous pression, fait que plus j'ai de risque d'exploser. Les enfants ont besoin de comprendre que c'est normal, puis c'est dans votre discours et dans votre façon d'intervenir que vous allez pouvoir leur faire comprendre que les émotions, c'est normal, c'est la réaction qu'il faut vraiment travailler. Prochain fait, prise ou perte de contrôle, 2 types de crise. Je prends une petite gorgée, ça sera bien long. Donc, quand vous faites face à une crise de colère chez vos enfants, bien, vous faites face à 2 types de crises. OK? On va vivre d'un côté la perte de contrôle et de l'autre la prise de contrôle. C'est important d'être capable de faire la différence parce que votre intervention va dépendre du type de crise à laquelle vous allez faire face.
OK? La perte de contrôle, c'est vraiment, vraiment le débordement d'émotions. Vous vous souvenez mon verre d'eau de tout à l'heure qui déborde parce qu'il est trop plein? Mais ça, c'est une perte de contrôle. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir là l'enfant pleurer à chaudes larmes. Il vide vraiment son réservoir d'émotions. Il peut même se rouler à terre, là, tu sais, crier. Là. Vous sentez que ça vient du fond de lui, là, tu sais, que c'est comme une espèce euh, d'échappatoire, OK? Puis, c'est la même chose pour nous autres, les adultes, parce qu'on en a tous un vase émotif, OK? Euh, Certains, ça va être une grosse chaudière, d'autres, ça va être une piscine, puis l'autre, ça va être une piscine olympique. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça va déborder. Et quand on sent le presto monter, ben, on va souvent provoquer une situation pour le faire sortir notre trop plein d'émotions. C'est sûr que nous, on ne se roulera pas à terre, on s'entend, mais ça se peut qu'on pète notre coche, qu'on se mette à crier, qu'on se mette à pleurer. Après ça, qu'est-ce qui arrive? On se sent bien, entre parenthèses, OK? C'est la même chose pour les enfants. Quand ils vont avoir leur trop plein d'émotions, ils vont tomber en crise et ça va être une perte de contrôle. La prise de contrôle, elle, de son côté, c'est l'enfant qui va vouloir obtenir quelque chose. OK? Souvent, c'est l'enfant qui va faire des gros yeux comme ça aux parents, qui va faire. Tu sais, souvent, là, on a l'impression que c'est un peu des caprices. Ben, la prise de contrôle, c'est un peu ça. J'ai marqué le test du chocolat. Écoutez, je vous le dis, mais je ne l'ai jamais fait. Pour faire la différence entre une perte et une prise de contrôle chez un enfant, si vous voulez tester, vous avez juste à dire pendant la crise de l'enfant chocolat. Selon ce qu'on m'a dit, l'enfant en perte de contrôle, il va faire fi de ce que vous avez dit parce qu'on se souvient, lui, son néocortex, il vient totalement de déconnecter. Fait que lui, quand même qu'on dirait chocolat, piscine, jouet, McDo, il n'entendra rien. Il va être encore dans sa crise. L'enfant qui est en prise de contrôle, son néocortex est aucunement déconnecté dans son cerveau. Il est en plein contrôle. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, si on dit chocolat, souvent, il va arrêter sa crise. Ça se peut qu'il fasse « Ah, chocolat », puis il cherche le chocolat. Ben c'est ça la grande différence. Donc, notre intervention va vraiment être très différente, que ce soit une perte ou une prise de contrôle. 8e fait, 2 facteurs importants, entraînement versus maturité. Donc, 2 facteurs à prendre en considération quand on vient travailler les émotions avec les enfants. Puis, surtout la gestion des émotions. Il y a un facteur sur lequel on n'a pas beaucoup de pouvoir, c'est la maturité de l'enfant. Donc, parce que plus l'enfant va être jeune, plus les crises vont être fréquentes, plus le néocortex va se déconnecter, comme j'expliquais tantôt. On n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus parce que mon enfant de 2 ans, ben, il a 2 ans. Il ne réfléchit pas, il ne réagit pas, il n'agit pas comme un enfant de 8, 9, 10 ans. OK? Donc, ça, il va falloir composer avec la maturité de l'enfant. Là où on a du pouvoir, c'est à l'entraînement. OK? C'est vraiment Puis quand je parle d'entraînement, c'est vraiment dans l'accompagnement de mon enfant à gérer sa crise. Donc, quand on fait face à une crise, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner? OK? Donc, plus on va entraîner notre enfant à utiliser des moyens, donc, à utiliser des moyens qui sont sains, à taper du pied au lieu d'aller frapper son frère quand il est en colère, vous allez avoir gagné énormément de pouvoir, énormément de gains avec l'enfant parce que c'est sain de taper du pied quand on est en colère, d'aller frapper son frère, ça l'est peut-être pas. C'est sûr qu'à l'entraînement, ça se fait pas du jour au lendemain. Donnez-vous comme barème, ça se peut que ça prenne plusieurs fois. Hein? Pour certains enfants, ça va prendre plus de temps que d'autres. Juste un parallèle, si vous avez envie d'aller faire un marathon, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, aller courir un marathon de 10-12 km, bien, c'est la même chose avec les émotions. Hein? On va commencer par aller au gym, s'entraîner, courir, puis là, tranquillement, on va arriver à gérer nos émotions comme on va arriver à faire notre 10 km de jogging. C'est la même chose avec les émotions. Il ne faut pas s'attendre à des réactions parfaites, à des interventions parfaites avec les enfants. Alors voilà, fait numéro 9, il faut apprendre à donner des moyens à l'enfant. OK? Donc, je le disais tout à l'heure, quand votre enfant va vivre une colère,
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on lui donne des moyens qui sont acceptables. On lui permet de faire des gros yeux, on lui permet de taper du pied, on lui permet peut-être même de crier. Aller frapper dans un punching bag, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a souvent des gens qui ont, ou qu'on a souvent lu ça quelque part, là, quand les enfants sont en colère, on l'envoie frapper dans un punching bag. C'est pas nécessairement la meilleure des solutions parce que l'enfant, vous vous souvenez Google, le cerveau égale Google, c'est que si on lui permet de frapper, bien, ça se peut qu'à un moment donné, il généralise le frapper à toutes sortes de choses. Puis en plus, le punching bag n'est pas disponible partout. Donc, s'il est, par exemple, à l'école, ben, ça se peut qu'il n'y en ait pas de punching bag. Donc, il ne faudra pas qu'il ait frappé le nez d'un ami en l'occurrence d'avoir un punching bag. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donner des moyens, c'est qu'on va nommer l'émotion des enfants. Donc, quand l'enfant vit une crise, on lui dit « Oui, je vois que tu es en colère. Oui, c'est vrai, tu es en colère. Hein? Ça te fâche de vivre cette situation-là. » Après ça, on va lui permettre son expression physique dans laquelle il se sent bien. Puis ça, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, dites-lui de frapper du pied, puis ça va régler tous les problèmes parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant va trouver, dans le fond, c'est vous qui êtes les maîtres de vos enfants et allez pouvoir trouver qu'est-ce qui va, dans le fond, être bon pour lui, qui va lui permettre d'extérioriser ses émotions. Pour certains enfants, ça va être justement de taper du pied, d'autres, ça va être de crier, d'autres, ça va être d'aller courir, d'autres, ça va être de se faire prendre par maman, de se faire donner un câlin, d'autres, ça va être de s'isoler aussi dans un petit coin. Là, on ne met pas en punition un enfant dans le coin parce qu'il est en punition, mais on peut, parce qu'il fait une colère, mais on peut lui permettre d'aller dans sa chambre, se coucher sur son lit. Cet enfant-là, c'est peut-être juste ça qu'il a de besoin. Donc, allez-y avec l'observation de vos enfants, à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi dans la situation précise. OK? Et après ça, ben, respirer, oui, ça peut être bon, mais c'est pas. Moi, je sais bien que si je suis en colère puis que mon chum me dit respire, ça se peut que j'aie envie de le frapper. Mais la respiration peut venir en troisième, dans le fond, en troisième moyen. Donc, on nomme l'émotion, on permet, dans le fond, l'expression physique de son émotion. Après ça, on peut l'amener à respirer pour retourner au calme. Fait numéro 10, est-ce qu'on ignore une crise? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du type de crise. On se souvient tout à l'heure, la perte versus la prise de contrôle. Quand votre enfant est en perte de contrôle, on n'ignore jamais une crise parce qu'on lui envoie comme message que son émotion n'est pas importante. Et c'est pas vrai. Toutes les émotions sont importantes. Donc, quand votre enfant va être en perte de contrôle, vous allez être là pour lui, vous allez l'accompagner, vous allez être là physiquement, vous allez lui donner des câlins si c'est ce qu'il a de besoin, vous allez le prendre dans vos bras si c'est ce qu'il a de besoin, vous allez être là pour lui, vous allez être tout prêt. S'il a juste besoin de s'en aller sur son lit pleurer, bien, vous allez aller vous asseoir à côté de lui, puis vous allez attendre que ça passe. OK? S'il est en prise de contrôle, vous pouvez ignorer la crise, mais ça dépend aussi en quelle ampleur ça va être. OK? Un enfant qui peut être en prise de contrôle, mais que si à un moment donné, on n'intervient pas, bien, que là, ça va dégénérer en crise. OK? Donc, je vous donne juste l'exemple qui va peut-être vous parler à titre de parent. L'enfant qui s'en va faire son épicerie l'épicerie avec maman ou avec papa et qui a envie de recevoir la fameuse palette de chocolat qui est dans l'étagère à côté des caisses enregistreuses. Ça vous dit peut-être quelque chose? Donc, l'enfant qui va, par exemple, l'enfant va demander une palette de chocolat. Le parent va lui dire, ben non, mon petit loulou, on n'achète pas de palette de chocolat, on a plein de bonnes choses dans l'épicerie, on n'achète pas de palette de chocolat. Oui, moi, je veux ma palette de chocolat. Bon! La première intervention. Donc, on sent qu'il y a une émotion tranquillement. Si on continue de garder l'espèce de visage de maman de caillou, hein, douce, toute neutre et tout ça, ben ça se peut que la prise de contrôle augmente. Ça se peut que sa demande d'avoir sa palette de chocolat s'intensifie. Ça se peut même qu'il se mette à taper du pied. Ça se peut même qu'il se mette à se rouler à terre, ton enfant. OK?
Donc, à ce moment-là, quand on est en public comme ça, c'est pas nécessairement la bonne solution d'ignorer que ton enfant veut une palette de chocolat. Parce que ça se peut que ça se dégénère en colère. C'est sûr que si vous lui dites, si tu demandes une palette de chocolat une première fois, tu lui dis non, une deuxième fois, tu lui dis non, puis tu ignores un peu, tu peux observer de loin, ben de loin, on s'entend que tu es à côté, mais tu peux observer comment ça va se passer. Mais si tu sens qu'il y a comme une gradation dans sa demande, dans son comportement, dans sa réaction, là, je vais te conseiller de ne pas ignorer ce qui se passe, mais plutôt de mettre un terme. De sortir un peu ta fermeté et dire non. J'ai dit qu'il n'y avait pas de palette de chocolat. C'est tout. On n'en parle plus, tu sais. On peut même à la limite se retirer puis de lui expliquer parce que, donc, dans le fond, vous voyez la différence entre la perte et la prise de contrôle. La perte, on ne l'ignorera pas. La prise, ça se peut que selon la situation, qu'on soit amené à l'ignorer, puis ça va être correct. Fait numéro 11, apprendre à observer et vider le réservoir à temps. J'en ai un petit peu parlé tantôt. Je ne m'éterniserai pas sur ce fait-là. En fait, concernant le réservoir de l'enfant, on se souvient que c'est à nous, en tant que parents, d'observer notre enfant, ses signes physiques, puis de faire en sorte de vider le réservoir à temps avant que ça l'explose en colère. OK? Donc, ça va être à nous d'être alerte et d'instaurer dans votre quotidien des moments de calme pour vivre, pour faire dans le fond, faire extérioriser. Si vous êtes, par exemple, dans une période un peu plus stressante, pour X raisons, là, il y a plein d'explications qui peuvent faire qu'on est l'enfant est un peu plus sous tension et le parent aussi, ça se peut que vous deviez instaurer de façon quotidienne des moments où vous allez tous les deux vider votre vase émotif. OK? Parce que c'est très, 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 très fréquent, OK, que si le vase émotif de l'enfant est plein à cause d'une tension, à cause de situation où l'enfant est sous tension, bien, il y a des très, très fortes chances que le vase émotif du parent soit également très plein. OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a deux néocortex qui vont complètement se déconnecter, celui de l'enfant et celui du parent. Et ça, c'est pas nécessairement souhaitable. Hein? Combien de fois votre enfant vous a fait une crise et que vous avez vous aussi fait une crise à votre enfant, en quelque sorte, parce que justement, votre vase émotif était vraiment trop plein. Fait que, autant chez l'enfant que pour vous, il faut avoir, dans le fond, des moments dans le quotidien où, quand on voit que le vase émotif est plein, pour vider le vase émotif. Parce que l'enfant, lui, son besoin, c'est de le vider, son vase émotif. Alors, si on ne lui permet pas, dans des moments où on va avoir demandé, où on va avoir quasiment obligé, là, où on va avoir déterminé que c'était le bon temps pour faire ça, ben ça va finir en colère et c'est sûr et certain que votre enfant va vider son vase émotif d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est à nous à être un peu plus wise, un peu plus alerte que l'enfant et de lui imposer, avant qu'il déborde, des moyens adéquats pour vider son vase émotif. On enligne vers le fait numéro 12, empathie, indulgence et fermeté. On s'y retrouve comment là-dedans? OK? Bien, ça revient un petit peu tantôt à ce que je disais, ignorer la crise ou pas. Quand on est dans une perte de contrôle, ben c'est certain que l'empathie qui est vraiment accueillir l'émotion de l'enfant sans la faire sienne, mais l'accueillir, la reconnaître, la nommer, ça va être la meilleure des stratégies à utiliser avec l'enfant, en nommant son émotion, en lui disant que l'on comprend ce qui arrive, que c'est normal de vivre une colère quand ton petit frère est venu défaire ta tour de bloc que tu avais mis tant de temps à travailler. C'est comprenable.
OK? Mais il ne faut pas tomber non plus dans la surempathie. La surempathie, c'est oh mon Dieu, d'être atteint à chaque fois que notre enfant vit une émotion. Là, si on se sent atteint à chaque fois que notre enfant vit une émotion, bien, on ne sera peut-être pas le parent le plus aidant pour venir accompagner l'enfant dans sa saine gestion des émotions. Indulgence, fermeté. Indulgence, c'est un peu la capacité, dans le fond, de comprendre que oui, ça arrive et tout ça. Et fermeté, ben, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de mettre un stop, surtout dans la prise de contrôle, comme je l'expliquais tout à l'heure, de faire non, là, c'est assez. Donc, ça va être un peu à nous de valser entre empathie, indulgence, fermeté, selon le type de crise que l'enfant va vivre, selon la situation également. Donc, il n'y a pas de recette magique, heureusement ou malheureusement, dépendamment. C'est à nous un peu d'observer. C'est sûr qu'il y a des étapes, tu sais, il y a des interventions à privilégier, mais mais de façon générale, en utilisant l'empathie puis la fermeté, ben, ou la fermeté, dépendamment de la situation, ben, on s'y retrouve quand même suffisamment. On se retrouve quand même avec des bons moyens à donner à notre enfant qui est en plein entraînement. Alors voilà, mais ça faisait le tour des 12 faits concernant les émotions. Je suis à peu près certaine que ça vous a un petit peu piqué, ça vous a un peu, dans le fond, amené à une plus grande compréhension des émotions chez les enfants. Donc, si tu as envie, toi, de ton côté, d'aller un peu plus loin, j'ai un atelier en ligne, Aider l'enfant à gérer ses émotions. Donc, on va un petit peu plus loin dans la gestion des émotions, où je t'amène vraiment, je te décortique les étapes, les 6 étapes super importantes pour, dans le fond, amener les enfants à bien gérer leurs émotions, à les accompagner dans la gestion de leurs émotions. Dans cet atelier-ci, là aussi, je te donne des pictogrammes d'émotions exclusifs à mon travail, là, dans le fond, que j'ai fait dessiner. Donc, je t'amène dans le fond, à savoir comment les utiliser et tout ça. Donc, si tu as envie vraiment d'aller un peu plus loin, d'avoir encore plus d'outils dans le quotidien, dans le concret, je t'invite à t'inscrire à l'atelier en ligne, aider l'enfant à gérer ses émotions. Et si les émotions débordent, mais la discipline déborde également, ben je t'invite à communiquer avec moi pour avoir d'informations sur la méthode pour discipliner simplement et efficacement les enfants. Je ne l'ai pas écrit au complet, je ne sais pas pourquoi, mais la méthode, c'est vraiment un gros programme que j'ai conçu, un programme familial, dans le fond, alliant coaching et formation en ligne et dans le fond, pour vous amener à avoir toutes les connaissances nécessaires sur la discipline avec les enfants. Organiser votre vie de famille, donc organiser vos routines de vie, organiser les tâches de famille et tout ça, et dans le fond, à vous donner plein d'outils pour faire face à toutes les situations quotidiennes reliées à la discipline. Alors, si ça t'intéresse, si tu es curieux, je t'invite à m'écrire un message, ça va me faire plaisir de t'en jaser. On peut même se prendre un petit rendez-vous où je te parle de tout ça de vive voix. Alors voilà, mais c'était tout pour aujourd'hui. Si je vais vous laisser dans le fond les liens sous la vidéo là, pour l'atelier en ligne, la méthode, vous pouvez communiquer avec moi directement. Donc voilà, si vous avez des questions de plus pointues avec ce que vous vivez dans votre quotidien, bien, je vous invite à m'écrire en privé. Alors je vous dis à la prochaine. Bye bye.